Le problème est qu'il y a des populations en Europe qui n'ont plus le temps d'attendre. On peut alors reprendre synthétiquement tous ces éléments en disant ceci. Il y a en Europe le problème général du néolibéralisme. Mais ce problème général connaît une complication particulière, qui est la complication ordolibérale allemande. Pourquoi accordais-je autant d'importance à l'analyse de l'idiosyncrasie monétaire allemande? Parce que c'est le verrou du verrou. Et parce que j'en fais le cœur d'une anticipation raisonnée qui pourrait nous faire gagner du temps, en nous faisant parcourir par la pensée le processus du plan A pour se rendre immédiatement à son terminus. En bout de course, et même les autres difficultés vaincues, la complication allemande est, j'en ai peur, l'ultime obstacle sur lequel buteraient les tentatives de reconstruction d'un euro démocratique. Car si par extraordinaire un tel projet venait à prendre consistance, c'est l'Allemagne, il faut en être bien persuadé, qui prendrait le large. Peut-être accompagnée d'ailleurs. Et voilà l'hypothèse systématiquement oubliée, la tâche aveugle par excellence, le Grexit. Et le paradoxe de l'autre euro, de l'euro démocratisé, c'est qu'il échouerait au moment où il s'apprête à réussir, et du fait même qu'il s'apprête à réussir. C'est ce terminus qui condamne le plus rédhibitoirement le processus, dont par ailleurs la probabilité qu'il prenne simplement naissance est des plus faibles. C'est que l'ouverture d'une épreuve de force au sein de l'eurozone suppose sensiblement plus qu'un sympathique parti progressiste européen. Il y faut l'avènement effectif et simultané d'un nombre suffisant de gouvernements vraiment de gauche. Mais quel temps n'a-t-il pas fallu pour que se produise en Grèce la première véritable alternance politique en Union européenne? Et quelle serait la probabilité jointe de l'alignement de planètes que je suis en train d'évoquer? Elle est quasi nulle, et tout le monde le sait ici. Parmi les nombreuses erreurs intellectuelles de l'internationalisme imaginaire, il y a donc celle qui consiste à attendre l'arme au pied, la grande synchronisation du soulèvement continental. Eh bien, à ce compte-là, et tels les hallebardiers de l'opéra chantant « Marchons, marchons » en piétinant sur place, l'euro a encore de beaux jours devant lui avec des opposants comme nous. Il y a une seule conclusion à tirer de tout cela. La conclusion de l'internationalisme réel. L'internationalisme réel, c'est non pas le guet sans fin devant le désert des Tartares, mais la coordination des gauches européennes pour travailler partout à l'événement de la rupture et de la sortie, et puis pousser celui qui sera le premier en position de l'effectuer, sans qu'il ait à attendre les autres. L'internationalisme réel, c'est aussi l'abandon de cette aberration qui ne fait plus mesurer les liens entre les peuples qu'à l'aune de l'intégration monétaire, de la circulation des marchandises ou de celle des capitaux. Et c'est à contrario le tissage de tous les autres liens possibles et imaginables, scientifiques, artistiques, culturels, étudiants, touristiques, technologiques et industriels, etc., etc.,